La Corée du Nord, le pays le plus horrible, le plus invivable. Jamais dans l'histoire un pays n'a été accusé d'autant d'atrocités et de crimes, tous plus dégoûtants les uns que les autres. Personne ne peut défendre un tel pays. Ce serait criminel. La Corée du Nord doit disparaître. Faudrait, je sais pas quoi, la bombarder ou tuer leur dictateur. Ce sont des pensées que l'on retrouve beaucoup quand on parle de la Corée du Nord. De manière générale, une telle haine est provoquée par des campagnes de propagande massives dans un but politique précis. Et en général, nous nous méfions de ce genre de propos discréditant un pays et l'accusant de tout et n'importe quoi, en particulier quand les accusateurs sont des impérialistes. En ce qui concerne la Corée du Nord, la question doit se poser. Est-ce bien vrai? Ce pays est-il réellement cette dystopie que l'on nous a tant vendue? Nous devons aussi nous demander la même chose pour la Chine. Est-ce que ce pays est socialiste? Doit-on le soutenir ou le condamner? Nous allons tenter de répondre à ces questions. Alors préparez-vous pour entrer dans le pays de notre grande leader Kim Jong-un. Alors, la Corée s'est fait envahir par le Japon lors de la première guerre sino-japonaise. Durant cette période, les leaders anticoloniaux s'étaient mis en groupe pour lutter contre l'impérialisme japonais, qui était tout aussi, voire plus terrible que l'occupation nazie. Torture, viol, pédophilie, massacres ethniques et autres joyeuseries étaient au menu. Le plus gros de la résistance coréenne était dirigé par les communistes coréens, dont Kim Il-sung faisait partie. Il était le personnage le plus important de la résistance coréenne, contrairement aux cadres sud-coréens, qui étaient quasiment tous d'anciens propriétaires qui avaient collaboré avec l'occupation des fascistes. Alors contrairement à ce que l'on raconte, la Corée n'a pas été divisée à la libération. En réalité, les soviétiques qui avaient libéré la Mandchourie et la Corée avaient fait partir les Japonais au prix de nombreuses pertes militaires, ce qui au passage contraste fortement avec les victoires américaines qui mènera sa guerre nucléaire au prix de très nombreux morts civils qui coûteront bien plus que prévu. Donc, à la libération, l'URSS rend la Mandchourie au PCC et la Corée aux Coréens, qui allaient donc former la République populaire de Corée. Un gouvernement coréen avec tous les anciens de la résistance, qui étaient soit des leaders nationalistes et anti-impérialistes, soit des leaders communistes qui étaient assez majoritaires dans la résistance et donc dans ce nouveau gouvernement. Sauf que un gouvernement composé de communistes, ça plaisait pas trop aux USA, qui souhaitaient faire des anciennes colonies du Japon une plateforme dans le Pacifique pour son propre impérialisme. Le gouvernement de Corée unifié fut alors dissous par les USA un an après sa formation et repoussé dans le nord, avec donc la création de la République populaire démocratique de Corée. Mais alors ce gouvernement dans le sud, eh bien il a tout d'abord été une junte militaire, dirigée par l'armée américaine. L'hymne fut même remplacé par une hymne américaine. C'était l'armée qui faisait la loi et l'armée commit de nombreuses exactions et violences en tout genre contre les populations locales, à la manière dont il l'avait fait au Japon. Le gouvernement coréen dans le sud était dirigé par Syngman-rhee, un noble descendant de la famille royale et collaborateur placé au pouvoir par l'armée américaine comme un gouvernement de collaboration dans le sud, qui était en tout point un régime fasciste. Que ce soit de par son anticommunisme exacerbé, où ils commirent de très nombreux massacres contre les opposants politiques de gauche, pour beaucoup étaient d'anciens résistants, ou encore par ses politiques raciales, en tout point comparables à l'idée de race aryenne chez les nazis, qui ici du coup s'appelait l'ilminisme. Les présidents qui suivirent jusque dans les années 80 étaient aussi des anciens soldats de l'armée japonaise, comme par exemple Park Chung-hee, qui avait reçu en personne un pardon de l'empereur fasciste Hirohito, qui avait servi dans l'armée japonaise de Mandchourie. Et on passe bien d'autres bêtises du gouvernement sud-coréen. Donc ici, on peut comprendre le point de vue de la plupart des Coréens à l'époque, qui est que les USA ne sont rien d'autre qu'un envahisseur comme le Japon,
qu'il faut dégager pour réunifier la patrie. Ce n'était même pas un point de vue communiste, mais un point de vue national partagé par à peu près tous les Coréens. Il est important de noter que la plupart des supporters des communistes en Corée étaient dans le sud du pays. Cette vision sera assez effacée par la propagande anticommuniste et les politiques de Ré citées plus tôt. Les quelques opposants au régime seront tués. Il faut aussi souligner que la guerre de Corée n'est donc pas une attaque par le nord, mais bien des Américains qui ont installé leur armée sur un pays étranger, puis qui avaient commencé les hostilités à la frontière du nord avant même le début de la guerre. Quand le nord lança son offensive, ce n'était en aucun cas une agression, mais une guerre civile. Dire que le nord a déclenché la guerre, c'est un peu bête. D'ailleurs, pour la plupart des résistants, même ceux qui n'étaient pas communistes, le gouvernement sud-coréen, c'était rien d'autre qu'un nouveau gouvernement colonial imposé par une puissance étrangère supplémentaire. Il y avait les Japonais avant, maintenant c'est les Américains, pour eux c'est la même chose. La lutte contre le gouvernement fasciste s'inscrivait pour eux dans la continuité de la lutte contre les colons japonais. La guerre de Corée aurait dû s'arrêter très vite, cependant lorsque la péninsule était réunifiée par la DPRK, les Américains, les Britanniques, les Français et les Thaïlandais sont venus en Corée pour recréer une nouvelle fois un gouvernement fantoche dans le sud, ce qui coûtera la mort de 4 millions de Coréens supplémentaires. Donc c'est même pas les Coréens qui se battaient dans le sud, c'est même pas les Coréens qui se battaient pour le gouvernement sud-coréen, mais c'était des puissances étrangères. La plupart des Coréens soutenaient les résistants dans le nord du pays, et le statu quo revient donc lors de l'aide chinoise à l'armée coréenne. Alors je sens qu'ici on va nous accuser d'être des fanatiques du régime autoritaire pendant de Kim Jong-un, juste parce que nous énumérons des faits. Mais soyons clairs, nous ne supportons pas la RPDC, pas plus que la Corée du Sud. Le manque de démocratie dans le pays est une des principales raisons à cela. Le pays était plutôt démocratique avant 1958, date à laquelle les deux partis, le parti du Chungdoïsme et le parti social-démocrate, ont été réduits à suivre le parti des travailleurs qui devenait le seul maître à bord. Mais ça n'aurait pas été un véritable problème si le parti des travailleurs était démocratique. En effet, la démocratie populaire ont besoin d'un parti unique. C'est un long et complexe sujet qui demande de répondre à la question de qu'est-ce qu'est un parti sous la dictature du prolétariat et sous la dictature de la bourgeoisie. Et par conséquent, quel est son rôle. Donc c'est un sujet qui mériterait sa vidéo dédiée, mais ici, ce que l'on peut déjà dire, c'est qu'il est très dur de comprendre ce qui se passe, car on ne peut pas croire ce que la DPRK raconte sur elle-même, ni ce que les Occidentaux racontent sur elle. On voit par contre que les réunions de l'Assemblée populaire suprême sont rares, et quand elles arrivent, il y a très peu de débats, voire pas du tout, même si les travailleurs composent la grande majorité des députés. Mais en réalité, on se trompe en regardant là. L'Assemblée populaire suprême est en fait une assemblée d'ouvriers et de paysans qui élisent les juges, le président, et modifient la constitution, et aussi, bien sûr, élisent les membres de la commission des affaires nationales, qui est globalement l'équivalent du gouvernement. L'APS, donc Assemblée populaire suprême, n'est convoquée que 2 semaines par an. Et quand elle ne siège pas, c'est du coup cette commission des affaires d'État, dont Kim Jong-un est à la tête, qui préside. Cette commission élue par l'APS est en charge du pouvoir exécutif. Elle était donc un simple organe militaire, mais depuis des modifications récentes, elle est devenue l'organe exécutif de manière générale. Aujourd'hui, la DPRK est beaucoup moins démocratique qu'avant, mais reste quand même bien loin de la dictature dystopique vendue dans nos médias. Les ouvriers peuvent se présenter aux élections et participer au processus de décision. Ce qui rend le pays peu démocratique réellement, c'est là que c'est important, c'est que Kim Jong-un a toutes les casquettes en même temps. Donc c'est une démocratie sur le papier en fait. Donc dans les faits, tout est tellement centralisé autour du parti, et autour de parti surtout autour de la commission qui a été renforcée, re-renforcée, re-renforcée, et donc autour de la commission, ça veut dire forcément autour de Kim Jong-un, mais en fait on se rend compte que rien ne va jamais réellement sortir de ce cadre. Alors le problème ici c'est premièrement Kim Jong-un tient dans ses mains le pouvoir exécutif via la commission, le pouvoir législatif via l'APS dirigé par le parti des travailleurs qu'il préside, quoi, ainsi que l'armée dont il est le maréchal. Donc il préside tous les postes en même temps. Et c'est là qu'il est le problème. Si on compare avec la Chine, avant les réformes dictatoriales de Xi Jinping et Deng Xiaoping, et encore bien avant les récents changements de Xi, sous Mao, l'APS chinoise se réunissait, elle aussi, une fois par an. Quelle est la différence alors ? Déjà, quand celle-ci n'était pas en session, première différence, c'est l'Assemblée permanente qui est au pouvoir, donc les débats continuent à l'Assemblée, entre 175 députés élus par l'APS. Et cette Assemblée ne pouvait absolument pas éditer des lois, elle pouvait que faire de l'exécutif. Donc les lois passaient toujours par l'APS.
Donc en Chine, les pouvoirs étaient bien séparés. Il y a même eu l'abolition de la présidence lors de la révolution culturelle pour rabaisser encore un peu les pouvoirs et la centralisation du pays qui donnait l'avantage du pouvoir à l'Assemblée au détriment du président. Et puis bien sûr, il y avait des réunions du parti présidées par le président du parti. Donc en Corée, on a Kim Jong-un, président de l'armée, de l'Assemblée, du parti, sans aucun débat ni assemblée permanente, simplement une commission de 14 personnes élues par la PS, qui elle est elle-même contrôlée par le parti dirigé par Kim Jong-un. Donc on peut clairement parler de dictature, arrêtons de mâcher nos mots. On ne peut pas affirmer pleinement, car on ne peut pas dire que la PS est totalement sous le contrôle de Kim, mais on peut affirmer qu'en tout cas c'est trop centralisé, et c'est suffisant. Ça pourrait être juste sous le contrôle d'un truc trop centralisé sans que ce soit complètement Kim qui ait tout dans les mains, ce serait tout aussi grave. Nous sommes en droit de nous poser la question, par cette objectivité, pourquoi une telle centralisation? Alors laissez-moi jouer un peu l'avocat du diable. Une telle centralisation n'est-elle pas nécessaire dans un pays en proie à la guerre depuis 1951? Un pays qui, depuis la chute de l'URSS, est encore moins en sécurité face à une potentielle intervention. Un pays qui peut s'effondrer à la moindre secousse politique, car déjà trop affaibli par son isolation, par sa fermeture, par l'embargo, par la menace d'une intervention. Chaque année, les USA font des exercices militaires devant la Corée en prévention d'un réchauffement du conflit. Le conflit, il est juste mis en pause depuis la guerre de Corée, mais il pourrait reprendre n'importe quand en fait. Donc, nous n'allons pas nous mentir. Mettons de côté toute considération morale ou idéologique. La Corée n'a pas le choix de procéder ainsi. Si elle devait gérer l'instabilité liée à un système plus démocratique, le pays s'effondrerait. La Corée a besoin d'une structure, et cette structure, c'est la commission présidée par Kim Jong-un. Mais cette centralisation ne signifie pas forcément absence totale de démocratie. Nous pouvons prendre l'exemple donné par The Korean Friendship Association, qui nous explique le point de vue coréen sur la démocratie dans leur pays. On nous enseigne tous, comme un fait, comme s'il s'agissait, un fait aussi simple que la terre est ronde ou l'eau mouillée, que la RPDC est un dessert inimaginable où la moitié du pays est dans des camps de concentration et l'autre moitié vit dans les pires conditions de pauvreté. On ne nous montre pas, ou on ne nous parle pas, des politiques réelles de l'État, mais simplement des anecdotes de transfuges. La politique électorale en RPDC est collective. Les candidats sont sélectionnés parmi les citoyens honnêtes et sont approuvés par la coalition gouvernementale composée de partis de travailleurs du Corée, du Parti social-démocrate coréen et du parti Chungdo-Chunggu, qui disposent tous de sièges à tous les niveaux. Les candidats sont discutés et débattus par les travailleurs de cette circonscription, sur leur lieu de travail, donc ferme, etc. Jusqu'à ce qu'il y ait un consensus aussi large que possible. Mais moi j'aimerais un peu, du coup, faire la réciproque de ce que j'ai dit tout à l'heure. La Corée du Nord a besoin d'un gouvernement ultra-autoritaire et centralisé, car les conditions de la liberté fait que s'il faisait autrement, ce serait la révolte. Donc, ça veut dire qu'on peut affirmer que c'est l'agression américaine qui favorise le maintien de ce système défectueux. Alors, passons à la suite. La Corée est complètement fermée, ce qui rend toute tentative de comprendre ce qui se passe infructueuse. Et pourquoi cette fermeture, Déjà, il faut savoir que cette fermeture est en grande partie imposée à la Corée par un embargo américain interdisant à la Corée de commercer avec qui que ce soit, isolant le pays du monde. Alors pourquoi les voyages sont interdits? Pourquoi les informations ne passent pas en Corée? Pourquoi cet internet coupé du monde? Pour ce qui est de l'information, la réponse reste la même que pour la démocratie, c'est pour la stabilité du régime. Sans cette censure massive, la Corée s'effondrerait sous les attaques, la propagande et les critiques sensées ou non. Et je précise que c'est un constat, nous disons absolument pas que c'est une bonne chose. Il est juste important de souligner les raisons de cette censure, au lieu de juste pointer du doigt comme quelque chose de foncièrement méchant, qui a pour but que d'oppresser, et qu'on pourrait juste décider de arrêter, et que bon, tout se passerait bien, et que en fait c'est juste des gens méchants. Hein. C'est assez absurde. Et pour les voyages alors? Bien, en réalité, de nombreux Nord-Coréens peuvent quitter le pays, mais il faut pour cela énormément d'autorisations que tout le monde n'a pas. Entrer en Corée est aussi possible avec les mêmes problèmes d'autorisation. Et comment expliquer cela? Bon, déjà premièrement, niveau financier, tout le monde ne peut pas se permettre de sortir de Corée. Ensuite, le pays est en guerre,
donc en état de crise permanente depuis les années 50. Il est donc important de contrôler les arrivants et les sortants de leur territoire afin de savoir si ce sont des espions ou pas. Mais alors les ressortissants, que se passe-t-il avec eux? Tous les ressortissants nord-coréens, au moment où ils arrivent en Corée du Sud, sont placés dans des camps de rééducation. Ils sont globalement des camps de lavage de cerveau, duquel ils ne peuvent pas sortir avant d'avoir complètement enregistré que la Corée du Nord c'est horrible. D'ailleurs, parlons de ces ressortissants, qui sont bien souvent la seule preuve que l'on a contre la Corée du Nord. Ces ressortissants sont donc placés dans ces camps, et à leur sortie, ce sont des caméras, accompagnées de grosses sommes d'argent, présentes pour qu'ils racontent les histoires les plus sensationnelles possibles. Et on a de nombreux cas de ressortissants avouant par la suite avoir menti par appât du gain. En fait, plus les mensonges sont gros, plus l'argent à la sortie est conséquent. Donc certains ressortissants, en fait, en font leur travail. Certains Sud-Coréens se sont même fait passer pour des ressortissants nord-coréens pour servir à la propagande anti-DPRK du gouvernement sud-coréen et du gouvernement américain. Mais il existe aussi des ressortissants qui refusent d'admettre toutes ces choses sur la Corée du Nord. Alors, souvent, ces ressortissants-là, soit on ne les montre pas, soit on apprend qu'ils ont été emprisonnés car suspectés d'être des espions pour le Nord. C'est pour dire que il y a un peu plus de nuances. Il ne faut pas écouter qu'un seul témoignage et considérer que c'est le plus sensationnel qui a forcément raison. Bon, alors ici, on dresse un portrait plutôt positif. Mais il ne faut pas se tromper. La Corée du Nord reste un pays assez merdique où vivre. Et on ne doute pas des problèmes existants là-bas. Si on devait donner grossièrement 2 points, ce serait l'autoritarisme et l'ultra-centralisation. Mais il faut dire que pour la plupart des citoyens nord-coréens, les vrais problèmes, les vrais adversaires, c'est pas leur gouvernement. Le gouvernement, il les nourrit, il les loge, il les éduque, il s'occupe d'eux, etc., etc., etc. Leurs vrais adversaires, c'est les USA, c'est le blocus imposé sur le pays et tout ce qui va avec. Il est là le véritable problème pour les Nord-Coréens. C'est ça la raison pour laquelle la DPRK est un endroit de merde où vivre. C'est parce que le développement du pays est complètement bloqué par les sanctions, et il faut dire que les conséquences de ces attaques impérialistes contre eux ont pour effet de souder encore plus les Coréens entre eux, et à développer une solidarité assez nationaliste basée sur la résistance à l'impérialisme. Alors, on présente souvent la famine de 1990 comme une famine de plus causée par l'incompétence d'un régime communiste fou. Alors, en réalité, la famine de 90 est assez facilement explicable. Ça a été débunké 1001 fois. Le principal facteur, c'est la chute de l'URSS, qui importait la plus grande partie de la nourriture en Corée du Nord. Et la seconde chose, c'est les catastrophes naturelles qui ont frappé la DPRK à cette époque. Je ne pense pas avoir besoin de m'étendre plus que ça sur ce sujet, mais c'est à peu près le même problème qui frappait Cuba à la même époque. Aujourd'hui, les Nord-Coréens mangent décemment et la famine est terminée. On reproche souvent à la Corée du Nord son programme nucléaire. Sur internet, vous pouvez trouver des centaines de milliers de blagues hilarantes sur Kim Jong-un et les têtes nucléaires. C'est un si gros pan de la propagande anti-Corée du Nord que le pays est associé à la guerre nucléaire. Comme si la Corée du Nord avait pour projet de lancer des bombes nucléaires sur le monde. Ce sont des médias vraiment un peu destinés à créer la peur et la réaction. En réalité, la Corée du Nord est un des pays nucléairement parlant les moins dangereux. Toutes les puissances occidentales font mine de s'offusquer à la vue du programme nucléaire nord-coréen, alors que les États-Unis possèdent le grand arsenal nucléaire du monde, 3750 bombes américaines contre une trentaine de bombes nord-coréennes. Tous les observateurs politiques en plus savent très bien que les bombes nucléaires sont des armes défensives d'intimidation visant à se protéger de potentielles agressions. En fait, c'est pour ça que les Occidentaux et les États-Unis et tout ce qui va avec tapent sur la Corée du Nord vis-à-vis de leur programme nucléaire, parce que c'est le programme nucléaire nord-coréen qui fait que les États-Unis ne peuvent pas se permettre d'attaquer la Corée du Nord. Sans ce programme nucléaire, la Corée du Nord, elle disparaît. En réalité, la question du nucléaire, elle est très liée à la question de l'armée en général, qui est une question bien plus profonde et intéressante que la question du nucléaire, qui n'est rien d'autre qu'une phobie irrationnelle comme beaucoup d'autres peurs. Alors la question de l'armée, parlons-en. Elle se pose à n'importe qui faisant des recherches sur la DPRK. On se rend très vite compte de l'omniprésence de l'armée et l'importance que celle-ci a pour le pays.
Au début de mes recherches, je reprochais à la Corée du Nord trop grand budget pour l'armée au détriment de pas assez de budget pour son économie. Cependant, c'est une vision assez biaisée des choses, qui ne prend pas en compte les conditions d'existence de la Corée du Nord. En effet, pendant la guerre froide, l'URSS assurait la défense de la Corée du Nord. Pendant la chute de l'Union soviétique, les Nord-Coréens se sont retrouvés sans défense face à la menace d'invasion. Alors Kim Jong-il a lancé sa politique de l'armée d'abord, qui allouait donc beaucoup plus de budget à la défense, et du coup, on a tendance à lier cette décision logiquement à la famine. La nourriture a été donnée aux soldats, et il y avait beaucoup moins de fermiers aussi, parce que forcément ils avaient été conscrits dans l'armée. Bon, ça c'est ce qu'on peut se dire. Mais en réalité, les soldats travaillaient toujours de manière civile, que ce soit pour faire la circulation, la police, ou, bien sûr, cultiver les champs. Juste garder une armée qui attend que la guerre commence, c'est pas possible pour la Corée du Nord. Bien sûr, ce budget réduit a fortement dégradé la croissance économique du Nord, on va pas le nier. Alors voici un point intéressant. L'économie nord-coréenne. C'est surtout ce point que les communistes doivent regarder, car la Corée du Nord est le seul pays au monde à encore avoir une économie planifiée. Cependant, économie planifiée signifie-t-elle pour autant dictature du prolétariat? Non. Et c'est ce qu'on va se demander à propos de la DPRK. Nous savons que l'État gère la production, mais pour que ce soit du vrai socialisme, il faut que les travailleurs aient leur mot à dire. Donc, l'économie nord-coréenne est un mélange d'entreprises publiques et de coopératives. Les campagnes sont principalement gérées par des coopératives agricoles et de petites exploitations familiales, tandis que la grande majorité de l'économie est gérée par l'État. La République populaire démocratique de Corée fonctionne selon le système de travail Taean. Ça signifie que chaque usine dispose d'un comité de 25 à 30 membres issus des rangs des ouvriers, des dirigeants et des ingénieurs. On peut parler de démocratie économique. Les travailleurs ont leur mot à dire dans leur processus de décision. Donc sur ce point-là, et uniquement sur ce point-là, l'économie nord-coréenne se rapproche très fort d'une économie socialiste. Alors nous parlons de l'économie de manière assez locale, mais parlons de ça de manière plus générale. Comment le pays se porte-t-il? Avec toutes ces sanctions appliquées sur le pays, on pourrait s'attendre à le voir s'effondrer en 2 jours. Pourtant, on voit bien que depuis 95 plus ou moins, le pays est un peu sorti de sa période de récession et affiche une croissance qui parfois même dépasse la croissance du Sud et peut même s'amuser à voir, malgré une petite rechute entre 2006 et 2007, la Corée du Nord récupérer sa croissance au bon milieu de la crise du capitalisme de 2008. Nous rappelant que, même isolé du monde, un système économique planifié s'affranchit des incohérences du capitalisme. On a tendance à considérer quand même la Corée du Nord comme un pays affamé, en désuétude, et là c'est encore une fois un mythe de la propagande du bloc de l'Ouest. Aujourd'hui, ce récit de misère semble démenti par la rapidité effrénée des développements architecturaux dans le reste de la ville, comme la prestigieuse rue Ryongmyong. Il y a tellement de nouveaux bâtiments scintillants à Pyongyang que la ville est méconnaissable par rapport à ce qu'elle était il y a 10 ans. Et ce boom de la construction semble contredire l'hypothèse selon laquelle les sanctions contre la Corée du Nord affaibliraient son économie jusqu'au point de rupture de la dénucléarisation. Mais les nouveaux immeubles de grande hauteur de Pyongyang ne sont-ils que des simples façades cachant les derniers spasmes d'une république mourante, comme le prétendent les critiques? Ou bien sont-ils effectivement les symboles d'une nouvelle aube, un nouveau début, et d'un triomphe sur le siège économique comme le prétend le gouvernement nord-coréen? La politique Byung-jin de Kim Jong-un de développement nucléaire et économique simultané a-t-elle atteint son objectif de libérer les fonds de défense conventionnels pour réaffecter aux moyens de subsistance de la population? Lorsque 18 tours, pouvant atteindre 48 étages, sont apparus au cœur de la ville en 2012, les diplomates étrangers lui ont donné le surnom de Pyongatan, déjà, c'est assez drôle, mais ont généralement pensé qu'il s'agissait simplement d'une sorte de coup publicitaire ponctuel. Il s'avère que Kim Jong-un a inauguré un grand et nouveau complexe d'appartements presque chaque année depuis son arrivée au pouvoir. En 2013, en 2014, il a vu l'achèvement des projets de logements dédiés aux développeurs de lanceurs spatiaux, et en 2015, il a honoré les scientifiques du futur avec 2500 nouveaux appartements dans la rue Mirai Scientist à l'occasion du 65e anniversaire du Parti des travailleurs de Corée.
Enfin, en 2017, il a célébré le 105e anniversaire du fondateur national Kim Il-sung, avec plus de 3000 logements dans le nouveau complexe de la rue Ryongmyong. Des bâtiments fonctionnels ont également vu le jour, comme le théâtre populaire de Mansundae, le parc aquatique de Munsu, l'aéroport de Sunan et le centre scientifique de technologie en 2015, pour en citer que quelques-uns. Alors ces projets continuent encore aujourd'hui, même des projets résidentiels sont censés être terminés en moins d'un an, et les slogans de propagande vantent la vitesse Malima, qui nous rappelle un peu les campagnes de la vitesse Kolima. Donc le Kolima, Malima qui sont tous les deux des noms coréens de chevaux allant à des très grandes vitesses. Parlons-en aussi un peu, c'est assez intéressant. Kolima, la campagne Kolima, c'est la campagne qui avait stimulé la reconstruction de Pyongyang après la guerre de Corée. C'est assez impressionnant à quel point la Corée du Nord a tout reconstruit après la guerre de Corée, qui avait absolument tout détruit sur son passage. Mais que les choses soient claires, oui, les sanctions de l'ONU, les sanctions américaines, expliquent en partie pourquoi la Corée est à la traîne. Nous devrions bien sûr nous opposer à ces sanctions qui forcent des pays et d'autres États à se plier face à des puissances impérialistes, mais il faut être conscient que ceci n'est pas l'œuvre que de l'impérialisme yankee. Par exemple, prendre les Chinois qui ont été en faveur de ces sanctions afin de forcer la Corée du Nord à capituler davantage. Aujourd'hui, le pays dépend très fort de la Chine pour toutes ses importations et toutes ses exportations, et tout comme la Corée du Nord le faisait déjà avec l'URSS, il s'agit en fait d'une relation semi-coloniale entre la Chine social-impérialiste et la RPDC. Il ne s'agit absolument pas d'une amitié entre pays socialistes, mais bien de la Chine et de la Russie qui profitent de la faiblesse de la Corée pour exploiter ce marché. La Chine et l'Albanie ont réussi à s'en sortir sans l'aide de l'URSS révisionniste et ont toutes deux été lourdement sanctionnées pour ça. Mais elles ont tout de même réussi à construire le socialisme et à maintenir la ligne d'autosuffisance. Elles bénéficiaient du soutien de la population et ont réussi à s'en sortir sans investissement de capitaux étrangers. Mais en réalité, depuis Khrouchtchev, la DPRK n'a jamais été autre chose qu'une semi-colonie soviétique puis russe. Kim Il-sung avait quelque peu penché vers la position chinoise après la chute de Khrouchtchev en 1964. Cependant, quand Brejnev lui proposa des aides et des contrats économiques avec la Corée du Nord, c'est favorable pour eux, la DPRK retirait tout son soutien à la Chine. Alors forcément, on peut commencer à parler d'un petit révisionnisme avec par exemple le nombre d'entreprises privées et de coopératives qui existent et qui ont un peu augmenté au fil des ans, même si c'est très mineur. Et bien sûr, pour ce qui est du révisionnisme économique, il y a l'existence des zones économiques spéciales, donc les ZES en abrégé, qui permettent du coup à la Corée du Nord de vendre dans certaines zones à la frontière du Sud aux impérialistes sa main-d'œuvre à des prix cassés. Après, cette dépendance, elle est un peu à nuancer, que ce soit pour Cuba, pour la DPRK. Parce que honnêtement, mieux vaut devenir une colonie chinoise que de tomber dans la famine. L'idéologie, c'est bien, mais pas tenir compte de ce fait, s'imaginant que si le peuple se révoltait et mettait en place une vraie politique léniniste, ça se ferait sans aucun problème, c'est un peu une idiotie. Mais ça ne veut pas dire que la DPRK n'est pas critiquable sur ce point, parce que si en effet aujourd'hui c'est impossible de changer ça, à l'époque où l'URSS était révisionniste, la Corée, elle avait clairement la marge de manœuvre pour faire ça. Pourtant elle ne l'a pas fait, donc preuve supplémentaire du révisionnisme coréen. Alors, avant justement de s'étaler un peu plus sur ce révisionnisme coréen, on va parler un peu vite fait de 3 petits points intéressants, des bons points en fait, de la Corée du Nord. Donc, vous vous en doutez bien, je vais parler de l'État-providence. Donc en DPRK, les citoyens ont logement, éducation et soins gratuits. On voit bien que la Corée du Nord a su garder l'espérance de vie assez élevée, malgré forcément une grosse rechute lors de la famine des années 90. Donc c'est assez assez ridicule les gens qui viennent et qui comparent la Corée du Nord avec un pays du tiers-monde. Bon, alors ça, on n'a pas vraiment besoin de s'attarder plus que ça sur ce sujet, mais ce sont des points assez importants à relever, histoire de nuancer un peu nos propos avant de défoncer la Corée du Nord sur le Juche. Parce que oui, il est temps de parler de ça, il est temps de parler des choses qui fâchent, et de la raison pour laquelle la DPRK n'est pas socialiste. C'est les idées même du Juche. Alors nous avons divisé cette grosse critique en 6 parties. Alors, premièrement, le Juche fausse la lutte des classes. Deuxièmement, le Juche est anti-dialectique. Troisièmement, l'idéologie du Juche est antimatérialiste. Quatrièmement, le Juche fausse la dialectique en promouvant une position anticritique. Cinquièmement,
l'attaque du Juche contre la révolution culturelle est anti-marxiste. Et sixièmement, le culte de la personnalité, bien sûr, tout le monde l'attend. Alors voyons chacun de ces points. Il est important de noter que la Corée du Nord a connu une courte période de construction socialiste, bien qu'il n'ait jamais complètement construit le socialisme pendant longtemps. La RPDC a prétendu défendre les principes du marxisme-léninisme. Cependant, Kim Il-sung a déformé les principes de la lutte des classes, l'une des idées fondamentales du marxisme. Il-sung a affirmé qu'il atteindrait le communisme en révolutionnant le peuple, en appelant cela la classification du travail et en intellectualisant tous les membres de la société. Il voulait remodeler les capitalistes pacifiquement par l'éducation et la persuasion, plutôt que par la lutte. L'objectif du Juche était de défendre la patrie. Il-sung partait du principe que tous les peuples avaient pour but commun de défendre la patrie contre les agressions extérieures. Cette approche ignore les contradictions internes de la société de classe, considérant l'ensemble de la population de la Corée comme le peuple, et tout ce qui interfère comme l'ennemi. Cela ressemble beaucoup à la dictature du peuple entier de Khrouchtchev. Il n'y a rien de mal à ce que les communistes des pays semi-colonisés s'alignent temporairement sur d'autres classes patriotiques en cas de menace impérialiste ou féodale commune. Mais ils ne doivent jamais oublier les contradictions internes entre les peuples. Dans la rhétorique de Kim Il-sung, des contradictions entre les peuples, le prolétariat, la paysannerie, les intellectuels, patriotes, la petite bourgeoisie et la bourgeoisie nationale, sont considérées comme sans importance et comme des distractions par rapport au véritable ennemi, la nébuleuse menace extérieure. Il tente en même temps d'aplanir les contradictions qui existent en réalité entre le peuple et l'ennemi. Tant que les éléments ennemis sont coréens, le fait d'être coréen rend en quelque sorte l'individu patriotiquement coréen et progressiste aux yeux de Kim Il-sung. Pour savoir comment gérer correctement de telles contradictions, prenons l'exemple des communistes chinois, lors de la guerre de résistance chinoise contre l'agression japonaise. Alors que les contradictions étaient principalement externes, les communistes ont conclu une alliance avec le Kuomintang, un représentant des intérêts féodaux. Cependant, ils ont gardé à l'esprit que ces contradictions internes existaient toujours, la principale étant entre le prolétariat et la paysannerie, la petite bourgeoisie et la bourgeoisie nationale d'une part, ainsi que la classe des propriétaires féodaux et la bourgeoisie comprador dont les intérêts étaient liés à l'impérialisme. Les communistes n'ont jamais eu l'intention de maintenir cette alliance une fois les agresseurs japonais vaincus. Cependant, dans un cas similaire, la rhétorique de Kim Il-sung aurait conduit à résoudre pacifiquement une contradiction telle que celle entre le peuple chinois et les classes féodales. On voit donc ici que le Juche a liquidé la lutte des classes au profit de la collaboration de classe. La collaboration de classe est la notion idéaliste selon laquelle toutes les classes devraient collaborer pour servir le pays au lieu de se concentrer sur les contradictions de classe, créant ainsi une coexistence pacifique des classes. Le problème, c'est qu'au lieu de promouvoir une vision prolétarienne du monde, il prône une vision fasciste, selon laquelle l'objectif principal est uniquement de protéger la terre paternelle. Est-il mauvais de prolétariser le peuple? Non, car cela transforme leur vision petite bourgeoise en une vision prolétarienne. Est-il acceptable de travailler et de lutter contre les intellectuels? Oui. Comme Mao nous l'a enseigné, On the Correct Handling of the Contradiction Among the People, nous devons les critiquer et les remodeler pour qu'ils servent la classe prolétarienne et qu'ils adoptent la vision communiste du monde. C'est ainsi que se débarrasser de leur point de vue bourgeois. Enfin, bien sûr, y a-t-il quelque chose de mal avec les révolutionnaires? Non, mais les révolutionnaires doivent suivre des idées correctes, ce qui signifie qu'ils doivent avoir une perspective marxiste en toute chose. Les forces réactionnaires peuvent égarer les gens, et dans une société en conflit, en transition, nous ne devrions pas laisser cette idée stupide selon laquelle tout le monde dans le pays devrait remettre à plus tard la lutte des classes en faveur de la protection de la patrie, car il s'agit d'un point de vue révisionniste semblable à la notion de défense de la patrie de Kautsky lors de la Première Guerre mondiale. Pour traiter la dialectique de la société, nous devons le faire par le biais d'une théorie et d'une pratique appropriée, qu'il s'agisse de la grande révolution culturelle prolétarienne, de la critique de l'unité, etc. Nous pouvons donc voir ici que non seulement le Juche nie la perspective matérialiste appropriée, mais qu'il nie également la réalité de la dialectique. Mais ce n'est pas la seule erreur.
Le Juche se distingue du marxisme par sa philosophie fondamentale centrée sur l'idée que l'homme est maître de son destin. Kim Jong-il affirme que le Juche est une nouvelle pensée philosophique centrée sur l'homme, contrairement au marxisme qui se base sur le matérialisme historique. Kim critique le marxisme pour ses limites matérialistes et plaide pour une perspective idéaliste où l'homme contrôle et transforme son destin. Le Juche soutient que l'homme, contrairement aux animaux, maîtrise et modifie le monde pour correspondre à ses besoins, échappant ainsi aux lois naturelles. Engels, dans le matérialisme dialectique, affirme que la liberté réside dans la connaissance et l'application des lois naturelles, et non dans une indépendance illusoire. Le Juche, en revanche, rejette la contradiction entre universel et le particulier, considérant la philosophie du Juche comme supérieure et originale par rapport au marxisme, en insistant sur la capacité de l'homme à dominer les conditions matérielles. En résumé, le Juche réinterprète de manière idéaliste le matérialisme, affirmant que l'esprit peut prédominer sur la matière, ce qui constitue une révision du marxisme, tandis que le matérialisme dialectique considère que la conscience est un reflet de la matière. Le Juche accorde à l'esprit un pouvoir de transformation indépendant de la matière. Bien que les Juche fassent souvent référence au matérialisme dialectique, ils en déforment le sens. Par exemple, Kim Jong-il déclare: le contenu principal du matérialisme dialectique marxiste est le principe de l'unité des contraires et de la lutte entre eux. Cependant, il ne s'agit pas d'un problème à considérer simplement d'un point de vue scientifique. La loi de l'unité des contraires et de la lutte entre eux doit être vue historiquement dans le cadre de la pratique révolutionnaire. Ce principe a de nombreux points déraisonnables pour expliquer le développement de la société socialiste actuelle. C'est pourquoi nous avons beaucoup mentionné ce principe dans la théorie de la philosophie Juche. Kim Il-sung rejette la dialectique comme inapplicable aux conditions modernes. Pourtant, le matérialisme dialectique est la vision du monde qui reflète correctement les lois générales du mouvement et du développement de la matière. Engels dit: tout être organisé est à chaque instant le même et non le même. Il assimile de la matière extérieure et se débarrasse d'autres matières. Les cellules de son corps meurent et se reconstruisent. La matière de son corps se renouvelle complètement avec le temps. Les deux pôles d'une antithèse, le positif et le négatif, sont aussi inséparables. La cause et l'effet changent de place éternellement, de sorte que ce qui est effet ici et maintenant sera cause là et après, et vice-versa. Le matérialisme dialectique reconnaît que chaque chose est une unité temporaire d'opposés. La nature, par exemple, agit dialectiquement et évolue historiquement, comme le prouve Darwin en montrant que tous les êtres organiques, y compris l'homme, sont produits par un processus d'évolution sur des millions d'années. Selon le Juche, dans la contradiction entre l'homme et la nature, l'homme est toujours le principal, modifiant la nature selon ses désirs, sans que la nature façonne les désirs de l'homme. Cette position est idéaliste. Mao explique que dans certaines conditions, des aspects tels que le rapport de production, la théorie et la superstructure jouent le rôle principal et décisif. Cela ne va pas à l'encontre du matérialisme, mais évite le matérialisme mécanique et soutient fermement le matérialisme dialectique. Mao dit: lorsqu'il est impossible pour les deux forces productives de se développer sans un changement dans les relations de production, alors ce changement joue le rôle principal et décisif. La création et la défense de la théorie révolutionnaire jouent également ce rôle en période de révolution. Lorsque la superstructure entrave le développement de la base économique, les changements politiques et culturels deviennent principaux et décisifs. L'opposition et la lutte entre les idées de nature différentes se produisent constamment au sein du parti. C'est le reflet au sein du parti des contradictions entre les classes et entre le nouveau et l'ancien dans la société. S'il n'y avait pas de contradictions au sein du parti et des luttes idéologiques pour les résoudre, la vie du parti prendrait fin. Le Juche ainsi que le soi-disant PTC, Parti des travailleurs de Corée, ont promis une position anticritique. Pour comprendre les origines de cette position anticritique, nous devons d'abord comprendre l'histoire de la Corée et du Parti du travail de Corée. Les Coréens ont mené deux guerres de libération légitimes, l'une contre les Japonais et l'autre contre les Américains. Après la victoire de ces deux guerres, seule la moitié nord de la Corée avait obtenu son indépendance. Le Parti des travailleurs de Corée, avec l'aide des Soviétiques et des Chinois, ont réussi à gagner le pouvoir et de la popularité parmi les masses. En 1948, le Parti des travailleurs de Corée était dirigé par Kim Tu-bong. Kim Tu-bong a ensuite été écarté au profit de Kim Il-sung. Cela se produit un an avant la guerre de Corée, et la ligne de droite commence à consolider le pouvoir. Passons maintenant à 1956. À cette époque-là, la clique de Khrouchtchev a consolidé le pouvoir
et a commencé à démanteler la dictature du prolétariat de l'URSS. Staline et ses contributions ont été dénoncées, des bases de la scission sino-soviétique ont été mises en place. En Corée, la ligne droitière a fait la même chose que les droitistes du Parti communiste soviétique, purgeant, emprisonnant et tuant tous ceux qui soutenaient la ligne opposée en Corée. La principale faction opposée à Kim Il-sung était la faction de Yenan, qui commençait à critiquer ouvertement le gouvernement coréen. Bien entendu, la faction de Yenan avait ses propres problèmes. L'un d'eux est que le chef de la faction de Yenan, Choi Chang-hik, forme une coalition avec la faction soviétique révisionniste du parti, dirigée par Park Chang-ik. De plus, la coalition n'a pas fondé sa faction sur une idéologie ou une identité, mais uniquement sur la rhétorique anti-Kim Il-sung, ce qui a conduit à une mauvaise façon de critiquer les questions et les choix de Kim Il-sung. La clique de Kim Il-sung a plutôt eu recours à des mesures administratives pour purger les dissidents du parti. Cela témoigne une distorsion unilatérale du matérialisme dialectique en ce qui concerne la contradiction entre le centralisme et la démocratie. L'interprétation maoïsme de la contradiction entre centralisme et démocratie est que le centralisme est généralement principal. Mao souligne les 4 points du centralisme démocratique comme suit. 1. L'individu est subordonné à l'organisation. 2. La minorité est subordonnée à la majorité. 3. Le niveau inférieur est subordonné au niveau supérieur. 4. L'ensemble des membres est subordonné au comité central. Les points 1 et 2 concernent la démocratie. Les points 3 et 4, le centralisme. Pour que les 2 premiers points puissent être réalisés, la démocratie doit être conduite sur base du centralisme. Sans unité d'action, l'individu n'est pas subordonné à l'organisation et la minorité n'est pas subordonnée à la majorité. Sans diversité dans la discussion, la centralisation des idées correctes ne peut être atteinte et le niveau supérieur sera enclin à commettre des erreurs subjectives en formulant des ordres pour le niveau inférieur. Un exemple concret de la liquidation du centralisme en faveur de l'ultra-démocratie est de ne pas obliger tous les membres du parti à suivre les ordres formulés par un vote à la majorité. D'autre part, un exemple de liquidation de la démocratie en faveur de l'ultracentralisme est d'empêcher toute critique de la ligne du parti en purgeant systématiquement les dissidents du parti sans mener des luttes idéologiques contre leur faction. Les deux conduiront à une voie droitière. Pour Kim Il-sung, il n'est pas nécessaire de mener une lutte honnête entre les différentes idées pour élever le niveau d'unité du parti. Quels sont les exemples d'ultracentralisme ? Tout d'abord, le lieu de travail capitaliste est ultra-centralisé. Aucune lutte ni aucun vote ne sont autorisés sur le lieu de travail. Les travailleurs sont censés suivre les ordres des propriétaires bourgeois. Il n'y a pas d'aspect démocratique. De même, l'ultracentralisme du gouvernement de la soi-disant RPDC est un exemple flagrant d'ultracentralisme. Sans aucune démocratie, ils ont éliminé tout aspect démocratique, c'est-à-dire la lutte. Ce qui fait que le Parti du travail de Corée et donc l'État de la RPDC sont gérés par une entreprise ultracentraliste et corporatiste dans son approche. Alors il reste des résidus de démocratie au niveau local, mais ce n'est évidemment pas suffisant. En avril 1956, le 3e congrès du Parti du travail commence par des tentatives de la faction Yenan de critiquer Kim Il-sung et les autres droitiers. Ces critiques sont étouffées par Il-sung, qui déclare que ses détracteurs constituent une faction visant à s'emparer du pouvoir. Quelques mois plus tard, Kim Il-sung se rend à Moscou pour rencontrer Khrouchtchev. Pendant son absence, la faction de Yenan prépare une vaste critique de la fraction de droite du Parti du travail. En réponse, Kim Il-sung reporte au 30 août l'assemblée générale initialement prévue pour le 2 août. L'armée est postée aux frontières et des agents sont envoyés à Pyongyang pour se déguiser en civil. Il s'agissait d'effrayer la faction de Yenan, mais celle-ci ne craignait pas cette lâche tactique d'effarouchement. Lors de la réunion de l'Assemblée, Kim Il-sung prononce un discours sur son voyage en Europe de l'Est. Mais à la fin de son discours, il lance un avertissement clair à tous ceux qui critiquent le parti ou lui-même, en disant qu'ils sont considérés comme des ennemis. Dans le marxisme, nous soutenons la pratique de la critique impitoyable de tout ce qui existe, qui est un principe fondamental de l'apprentissage et du traitement des idées incorrectes. Lorsque Kim Il-sung déclare que quiconque critique le parti ou sa ligne est un ennemi du peuple, il s'agit d'une notion fasciste qui promeut la liberté de ne pas être critiqué. Nous pouvons également voir ici les graines de ce qui plus tard sera une forme de réactionnarisation et du culte du héros. Plus tard, Yoon Gong-hyun, un autre membre de la faction de Yenan, a prononcé un discours, mais il a été interrompu par le chahut de la ligne de droite. Seuls des fragments ont été entendus.
Des méthodes de menace et de surveillance sont employées à l'égard de nos camarades qui sont dévoués au parti et à la révolution, et qui ont offert des opinions et des suggestions constructives. Kim Il-sung lui-même piétine grossièrement la démocratie au sein du parti et supprime les critiques. Ses actions contredisent complètement la charte du parti et les normes léninistes de la vie du parti. Cela revient à saper les principes marxistes-léninistes révolutionnaires. Un autre membre de la faction de Yenan, Choi Chang-hik, tenta également de prononcer un discours, mais il fut aussi chahuté. Il continue de plaider pour la poursuite de sa lutte, mais le lendemain, Kim Il-sung fait voter l'exclusion de la faction opposée et obtient gain de cause. Les membres de la faction de Yenan sont purgés, tués ou emprisonnés. Cet incident est entré dans l'histoire sous le nom de l'incident du mois d'août, et a fait l'objet d'une série de rapports. Cela a marqué le début de la réaction du peuple à l'égard de Kim Il-sung et des Kim en général. Avant de poursuivre, il faut savoir que la faction de Yenan et la coalition de Yenan n'étaient pas vraiment de gauche, mais qu'elle s'opposait à Kim Il-sung, qui révélera plus tard une ligne de droite. L'essentiel, ici, c'est que Kim Il-sung a liquidé le centralisme démocratique. Dans les années 60, en Chine, Mao a lancé la grande révolution culturelle prolétarienne pour détruire les vestiges de l'ancienne culture capitaliste et féodale au sein de la nouvelle société socialiste. Les révolutionnaires ont lutté contre les vieilles coutumes et idées, remettant en question l'enseignement bourgeois, ce qui a conduit à une croissance économique et une amélioration de la qualité de vie. Seule l'Albanie a tenté d'imiter cette campagne. Les autres pays socialistes, choqués, n'ont pas suivi, notamment la Corée du Nord, où Kim Il-sung s'est opposé à la révolution culturelle, craignant qu'elle ne remette en cause la bureaucratie et son propre culte de la personnalité. Kim Il-sung a critiqué la révolution culturelle en la qualifiant de perturbatrice et a qualifié Mao de vieux fou. Un véritable socialiste aurait soutenu cette révolution, car ne pas s'opposer à l'ancienne superstructure mène à une restauration capitaliste comme en URSS. Kim Il-sung a parlé d'une révolution culturelle en Corée du Nord, mais cela n'a rien à voir avec la révolution en Chine ou en Albanie. En Corée du Nord, il n'y a pas eu d'abandon de la vieille culture réactionnaire, ni de résolution des contradictions de classe par la lutte de classe. Par exemple, les mariages arrangés, une pratique féodale, sont encore courants. Les intellectuels et les dongshu dominent, tandis que ceux d'ascendance japonaise sont marginalisés, formant une nouvelle bourgeoisie. En Chine, pendant la révolution culturelle, des campagnes se développaient avec la construction de nouvelles écoles et cliniques. En Corée du Nord, seul Pyongyang est développé, tandis que les villages restent pauvres. La famille Kim, notamment Kim Jong-il et Kim Jong-un, promue le Juche comme guide de la révolution, bien que le Juche ne soit pas reconnu universellement comme une idéologie révolutionnaire. Le marxisme-léninisme-maoïsme reste la seule idéologie politique universelle. Le Juche, une idéologie métaphysique, a proclamé en fonction des luttes coréennes, mais n'a jamais été synthétisé pour s'adapter à une scène internationale. Pendant la guerre du peuple péruvien, la Corée du Nord a soutenu le gouvernement fasciste péruvien contre les révolutionnaires, démontrant son alignement avec les États révisionnistes. Et enfin, dernier point, le culte du héros réactionnaire, ou culte de la personnalité. Suite à la purge de la faction de Yenan, une tendance sociale et de politique révisionniste s'est manifestée en RPDC. Les années 50 jusqu'au début des années 70, l'État se considérait comme marxiste-léniniste, de nom seulement, jusqu'en 72, lorsque le Juche a été désigné comme idéologie d'État, promue comme une interprétation créative du marxisme-léninisme. En 98, toute mention du marxisme-léninisme a été supprimée de la Constitution, et 11 ans plus tard, le communisme a également été supprimé de la Constitution, avant d'être remplacé en 2011 par la théorie du Kim Il-sungisme Kim Jong-ilisme, qui n'a aucun fondement. En 2014, Kim Jong-un a déclaré que l'arme la plus puissante du parti était l'idéologie, non pas les masses laborieuses, non pas le matérialisme dialectique, mais l'idéologie du Kim Il-sungisme et du Kim Jong-ilisme. Mais quelle est cette idéologie? Kim Jong-un déclare que le Kim Il-sungisme est l'idéologie fondatrice du pays. Dans ce cas, cela ferait penser au Juche. Mais le Kim Il-sungisme préconise que la dictature du prolétariat n'est pas nécessaire pour un pays colonial tel que la Corée. Inutile de dire qu'il s'agit d'une déviation complète du marxisme, puisque la dictature du prolétariat est nécessaire à l'avènement d'une société socialiste. Sans la domination du prolétariat sur la société, il n'existera qu'une domination bourgeoise qui ne s'occupera que des besoins de la classe dirigeante et non des travailleurs. Notre déviation est la dictature conjointe de la bourgeoisie, car Kim Il-sung pensait que la bourgeoisie nationale faisait partie du prolétariat. Il y a bien sûr eu des choses que je dois souligner. La bourgeoisie nationale, bien que plus progressiste que la bourgeoisie comprador des pays colonisés, n'est en aucun cas prolétarienne. Dans une société véritablement socialiste, elle sera finalement abolie en tant que classe,
et surtout l'alliance entre le prolétariat et la bourgeoisie nationale est temporaire sous la nouvelle démocratie. Cela dit, le Kim Il-sungisme n'est pas la même chose que la nouvelle démocratie. J'en parle parce que certains diront que la nouvelle démocratie est quelque chose de similaire, ce qui n'est pas vrai. Kim Il-sung n'a jamais adopté la nouvelle démocratie, et s'il l'avait fait, il aurait su que la bourgeoisie nationale serait soumise à la dictature de classe du prolétariat. Le Kim Il-sungisme déclare même que pour passer au socialisme, il doit le faire avec l'alliance continue de la bourgeoisie nationale, ce qui, il faut le dire, est d'une absurdité absolue. Une alliance avec eux n'est nécessaire que dans une nouvelle révolution démocratique contre la classe semi-féodale et semi-coloniale. Mais lorsque la force progressiste l'emporte, la bourgeoisie nationale doit soit être renversée, soit être prolétarisée et devenir des travailleurs productifs. Il y a toujours des références aux théories des grands leaders, mais pas à la théorie scientifique du socialisme, à l'économie politique marxiste ou à la philosophie marxiste. On parle de réunification et de protection du pays, mais pas de l'internationalisme prolétarien et de ses principes. En ce qui concerne l'aspect social, c'est là que les choses deviennent bizarres. Nous connaissons tous la propagande inepte et absurde et mystique sur la RPDC, mais il y a quelques grains de vérité. Par exemple, l'un des points communs de la RPDC est que l'accent mis sur les dirigeants est plus fasciste que communiste. Par exemple, sur la place, les gens doivent observer les statues lorsqu'ils passent. Les cyclistes doivent descendre de leur vélo et regarder les statues ou les portraits de Kim Il-sung et Kim Jong-il. Les voitures doivent également ralentir et regarder leurs dirigeants. Ce n'est pas culturellement acceptable au sens marxiste du terme. Oui, si une personne en privé se prosterne devant une photo, c'est une chose. Mais lorsque la société le fait, il s'agit d'un culte du héros réactionnaire. Ce n'est pas pour rien que Mao a encouragé la critique et l'autocritique du parti et de lui-même. En l'absence de cette critique, ou d'une ligne de gauche, nous assistons à cette étrange culture du culte du chef, dans ce qu'on appelle la République populaire démocratique de Corée. Il existe un véritable culte de la personnalité au sein de la RPDC, tant sur le plan social que politique. Les Kim se sont assurés que leur famille resterait au pouvoir grâce à cette philosophie absurde connue sous le nom de Juche. Alors on arrive à la fin, on va brièvement parler de propagande anti-DPRK dans sa globalité. Il manque un profond scepticisme à l'égard de reportages traditionnels sur la RPDC. Le scepticisme, c'est une nécessité absolue. Le manque de scepticisme est démontré le plus clairement par ceux que nous voyons qui croient que la RPDC n'est qu'un cauchemar dystopique gris, où chaque bâtiment jamais construit n'est qu'une façade plate, où chaque personne n'est qu'un acteur essayant de jouer juste pour vous un rôle, où vous doit à la fois être athée mais aussi croire littéralement que Kim Jong-un est une divinité. Regarder des gens être torturés, abattus n'est qu'une activité quotidienne normale pour des écoliers, où tout le monde subsiste de rats et d'écorces et d'herbes. Ces croyances sont non seulement incroyablement ignorantes, mais ils sont aussi également, d'une certaine manière, découlant d'idéologie suprémaciste. Il est difficile de raisonner des gens qui se contentent de lire quelques gros titres ou quelques pages wiki et pensent savoir ce qui est le mieux pour la Corée. Je pense qu'il est très important de montrer la vie quotidienne réelle des habitants de la RPDC et de donner un contexte historique précis. Peu d'intention est accordée aux citoyens nord-coréens et à leur vision de l'histoire. Ouais, la seule image que nous voyons dans les informations du peuple coréen, c'est celle d'eux participant à des défilés militaires. Les habitants de la RPDC sont dépeints comme des automates stupides, dénués d'émotion et de profondeur. C'est une perspective extrêmement raciste, et cette déshumanisation est une des raisons, et même je dirais la raison, pour laquelle une grande partie des Américains soutiendraient un bombardement atomique contre la Corée du Nord. Alors, dernier point. J'aimerais parler de la Corée du Sud. J'ai inventé un dicton sur les deux Corées. La Corée du Nord, c'est une monarchie pseudo-sociale, et le Sud, une monarchie pseudo-démocrate. En effet, contrairement à la plupart des dictatures de la bourgeoisie, les entreprises sud-coréennes sont tellement puissantes que absolument tout le monde admet que ce sont eux les vrais dirigeants. Même les plus réactionnaires vous présenteront toujours la structure du pouvoir en Corée du Sud comme étant d'un côté les politiques bourgeois corrompus par les grands capitalistes et de l'autre côté les chaebols, ces grandes familles qui s'occupent des plus grandes entreprises coréennes comme Samsung souvent citées et qui de par leur monopole sur leur économie coréenne contrôlent de facto le pays et peuvent par-dessus le marché se permettre de graisser les pattes des politiques et de leur faire pression quand ça leur chante. Alors nous n'allons pas démanteler la Corée du Sud point par point, ce serait trop long. Mais globalement, quand vous savez pourquoi le capitalisme est néfaste, vous comprendrez pourquoi la Corée du Sud n'est pas spécialement meilleure. Nous concluons en répondant à notre question d'origine. Doit-on soutenir la DPRK ? Non. La DPRK n'est pas socialiste, depuis un long moment déjà, et son révisionnisme s'est affirmé de plus en plus avec le temps. Contrairement à l'URSS qui a pris un tournant libéral et la Chine qui a aussi pris ce même chemin,
La Corée du Nord, elle, s'est dirigée vers un système ultra centralisé d'état d'urgence permanent se rapprochant d'une dictature fasciste. Il ne faut cependant pas tout peindre en noir et constater que ce gouvernement est le résultat de l'impérialisme et que les vraies préoccupations des Coréens sont davantage liées à l'indépendance de leur pays et à la survie plutôt qu'au droit d'insulter leur gouvernement. Alors quelle doit être la position des marxistes vis-à-vis de la DPRK? Tout simplement de la traiter pour ce qu'elle est, une semi-colonie sino-russe autoritaire. Car malgré le fait que ce pays soit clairement victime de l'impérialisme, elle finit quand même par devenir qu'un pion pour l'impérialisme d'autres puissances. Nous n'avons donc aucun intérêt à traiter la Corée du Nord autrement que la Chine, la Russie ou l'Allemagne. Alors, qu'une chose à dire, encore et toujours, nous soutenons la révolution socialiste mondiale, et ce donc aussi dans l'ensemble de la péninsule coréenne. Bonne journée et vive le marxisme-léninisme-maoïsme!